Je remercie Delta et puis Point Culture pour l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui. Pierre, à nouveau, pour la relance, puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Je me permets de me présenter. Est-ce que je peux retirer le masque, peut-être? Parce que là, il y a le médecin qui y est, je pense. Bon. Donc voilà, je me présente brièvement. Donc, je suis Bruno Frère, je suis maître de recherche au FNRS et prof à l'Université de Liège, philosophe, sociologue, et je travaille sur les mouvements sociaux, ce qu'on appelle les mouvements sociaux et les nouveaux mouvements sociaux plus précisément, puisque c'est un type de qualificatif qui aujourd'hui rassemble un ensemble de mouvements qui ne sont pas similaires à plusieurs égards aux mouvements sociaux plus anciens, notamment par exemple le mouvement ouvrier ou le mouvement syndicaliste, et c'est de ces mouvements-là que je vais vous entretenir aujourd'hui, dans l'idée d'essayer de voir comment, que ce soit dans le domaine de la recherche qui est le mien ou dans le domaine de la culture qui est plutôt le vôtre, eh bien, on peut peut-être trouver dans ces fameux nouveaux mouvements sociaux des sources d'inspiration, en fait. Qu'est-ce que ces mouvements sociaux nous disent? Qu'est-ce que ces nouveaux mouvements sociaux nous disent? Et puis, quelles sont peut-être les suggestions sociales et politiques qu'ils charrient? Voilà. Alors, vous le verrez, et vous voyez d'ailleurs déjà maintenant, la première dia de ce PowerPoint comporte la notion de traduire, la notion de traduction, parce que j'estime que notre travail dans la recherche, c'est bien de traduire, quand on fait de la sociologie, traduire des préoccupations sociales, des préoccupations politiques, des personnes qui, ici en l'occurrence, eh bien, animent ces fameux mouvements sociaux. Alors mon propos se divisera en 5 points, et puis je terminerai par une conclusion. Je vais, dans un premier temps, essayer de montrer comment la recherche aujourd'hui au sein de ces mouvements sociaux nous donne à voir précisément un imaginaire d'activistes, un imaginaire de militants qui se distingue en fait de la première phase historique du militantisme, de l'activisme social et politique qu'on a généralement rattaché au marxisme et au mouvement ouvrier. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les premiers grands mouvements sociaux qui ont rassemblé en dehors des partis des quantités importantes de personnes engagées socialement, eh bien, c'était principalement des mouvements très marqués à gauche, très politisés et très marqués par le marxisme et par l'idéal d'une révolution. Vous le savez, comme moi probablement, mais dès le 19e siècle, le mouvement syndicaliste, c'est ça. L'enjeu, c'est pas simplement défendre des travailleurs et des droits, entre guillemets, acquis, mais c'est bien à un moment donné de faire tomber l'ordre économique pour en instaurer un nouvel ordre économique totalement désaliéné. Bon, ce rêve-là, il s'est petit à petit étiolé. On a dans les mouvements sociaux, en dehors du syndicalisme, depuis une quarantaine d'années, je pense au mouvement gay, au mouvement lesbien, je pense au mouvement écologique, également je pense à tous les mouvements des minorités culturelles, on a progressivement laissé tomber cette idée d'horizon révolutionnaire, cette idée de reconversion radicale de la société pour renouer avec une forme sociale composée d'individus désaliénés de leur travail, désaliénés du capitalisme, désaliénés donc de tout ce qui viendrait polluer leur vie. Initialement, le mouvement marxiste et le mouvement syndical entend bien faire tomber ce qu'on appelle, dès le 19e siècle, les diverses formes d'aliénation. Les individus sont soumis à des cadences de travail infernales dans les usines, dans les entreprises, et c'est de ces cadences qu'il convient de les désaliéner, en fait. Leur permettre, en somme, de renouer avec une humanité plus complète. Ils passent leur vie au travail, ils se lèvent très tôt le matin, ils partent à l'usine, ils y passent la journée. La plupart du temps, ils travaillent 6 jours sur 7. Les minima salariaux n'existent pas, les salaires sont misérables. La plupart de ces travailleurs
dans les entreprises, dans les usines, à la fin du 19e siècle, eh bien, travaillent dans des conditions de misère, vivent dans des conditions extrêmement misérables. Et l'enjeu du mouvement syndical sera d'abord, évidemment, de faire en sorte que ces travailleurs soient progressivement protégés. On parle dès cette époque-là de l'espoir de voir se construire une sécurité sociale, avec par exemple des soins de santé, avec par exemple des allocations de chômage quand on perd son emploi, avec par exemple des allocations vieillesse quand on passe un certain âge, avec des minima salariaux. L'ensemble de ces protections-là, merci beaucoup, l'ensemble de ces protections-là, donc, au XIXe siècle, n'existe pas. Les gens se consacrent corps et âme à leur travail pour des salaires de misère, et c'est à ce titre-là que Marx nous dira, eh bien, voyez-vous, les humains, les êtres humains sont aliénés. Ils sont privés de leur subjectivité. Ils n'existent plus en tant qu'individus, individus construits de culture, construits d'amour, de passion, de liens sociaux. Non, ils n'existent plus que comme des machines qui sont payées très mal à produire de la richesse économique qui sera confisquée par les patrons, par les industriels, par les capitalistes. L'entreprise de désaliénation du marxisme, c'est bien, en somme, venir aider les travailleurs, les ouvriers, à se désaliéner, à retrouver la propriété de leur propre corps, de leur propre identité, de leur propre vécu. Bon. Cette idée-là, je vais le voir dans un deuxième temps, en fait, elle va faire long feu dans les mouvements sociaux, c'est-à-dire que progressivement, avec l'élaboration de la sécurité sociale, avec la protection du travail, avec l'élaboration du droit au travail, et bien progressivement, cette idée-là de désaliénation va s'estomper. Les gens, en effet, à partir des années 50, 60, peuvent commencer à envisager autre chose dans leur vie que le travail. Ils peuvent envisager, par exemple, des activités culturelles, puisque il a été décrété que le nombre d'heures de travail susceptibles d'être prestées sur une semaine doit être limité. Le secteur de la culture commence à être subventionné, les gens commencent à pouvoir avoir des loisirs, les gens commencent à pouvoir partir en vacances. C'est l'époque des fameux congés payés. Donc les gens, effectivement, pratiquement, eh bien, à partir des années 1950, 60, dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, eh bien, commencent à être de facto des aliénés, du travail en tout cas. C'est ce qui explique, par ailleurs, qu'ils vont commencer à s'engager dans toute une série d'autres activités militantes, qui ne sont plus spécialement des activités militantes qui ont trait au travail. Ce sont des activités militantes qui ont trait, par exemple, à la protection des minorités. C'est les luttes des minorités noires aux États-Unis, en Afrique du Sud. C'est en Europe les premières luttes des mouvements gays, des mouvements lesbiens dans les années 70. C'est les mouvements écologiques. Vous voyez, ce sont des mouvements sociaux qui luttent pour un monde plus juste, mais qui ne sont plus spécifiquement, comme l'était jadis le marxisme, orientés vers la désaliénation du travail. Bon. Alors, compte tenu de cette transformation des mouvements sociaux, que je vais un petit peu approfondir tout à l'heure, eh bien, la recherche universitaire, eh bien, va devoir également changer de logiciel, en fait. L'enjeu va devenir, pour la recherche, à partir des années 70, je dirais, de traduire, en somme, les nouvelles revendications sexuelles, écologiques, portées par ces nouveaux mouvements sociaux. Progressivement, la recherche elle-même ne se dit plus, comme c'était encore le cas jadis, nous allons contribuer à l'œuvre de désaliénation des individus. Progressivement, la recherche cesse de se représenter les gens qui composent notre société comme étant, en gros, les objets manipulés par le capitalisme pour produire de la richesse, à leur propre insu. Il va falloir changer de logiciel dans la recherche, et c'est ce que j'essaierai d'expliquer dans un troisième temps. Alors j'essaierai également, dans un quatrième temps, d'indiquer pourquoi dans ce mouvement de transition qui va conduire la recherche
non plus à désaliéner les gens, mais bien à construire avec eux des revendications politiques, je vais essayer de voir donc dans un quatrième temps qu'il faut, dans ce mouvement-là, faire très attention au moralisme et ne pas venir avec ses propres préoccupations morales de chercheurs pour venir les plaquer sur les individus, sur les revendications donc, de ces nouveaux mouvements sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, le travail de recherche, il est politique. C'est ce que j'indiquerai dans un cinquième point. En fait, quand on entend traduire aujourd'hui avec mes collègues, mes doctorants et puis toute une série d'autres chercheurs, en dehors de la Belgique, quand on entend traduire les nouvelles revendications, par exemple les revendications écologiques, eh bien, il faut évidemment faire très attention à ne pas venir placer dans cette opération de traduction que l'on essaye de développer dans nos livres, dans nos articles, dans nos communications, dans nos conférences, eh bien, il faut faire très attention donc à ne pas venir glisser dans ces préoccupations que nous traduisons nos propres valeurs morales. Bon. En revanche, il faut, je crois, accepter de dire que ce travail de traduction-là, eh bien, il est politique. Il est politique puisque, en travaillant avec les acteurs sociaux, avec les associations par exemple, moi je travaille beaucoup avec des associations, en travaillant donc avec ces acteurs sociaux à mettre en forme des revendications, sous forme par exemple de textes qui seront ensuite soumis à des élus, à un bourgmestre, à un conseil municipal en France, eh bien, il faut, je crois, à partir d'un certain moment, accepter que ce travail de traduction, il a une dimension politique, puisqu'il s'agit bien, en tant que chercheur, de venir apporter dans l'espace public des nouveaux messages, de nouvelles revendications, qui sont celles qui donc auront été préalablement travaillées avec des acteurs du mouvement associatif ou du mouvement, de divers mouvements citoyens. Je donnerai des exemples de ces mouvements tout à l'heure. Alors, pour reprendre rapidement le premier point de l'exposé que je voulais vous suggérer aujourd'hui, je voudrais bien insister sur le fameux mouvement de transition qui s'est opéré dans les mouvements sociaux et dans la recherche à propos de ces mouvements sociaux. Si vous lisez toute une série d'auteurs, comme par exemple Marcuse en Allemagne, les auteurs dits de l'école de Francfort, Habermas, Marx lui-même, si vous lisez Pierre Bourdieu, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui est un des sociologues les plus connus de la seconde partie du XXe siècle, si vous lisez donc l'ensemble de ces auteurs-là, eh bien vous remarquez qu'ils ont tous en commun un même mode de description des mouvements sociaux. L'enjeu des mouvements sociaux, nous disent l'ensemble de ces auteurs, c'est bien la désaliénation des individus. L'enjeu pour le mouvement syndical, dira par exemple Marcuse, c'est très clairement de désaliéner les individus. Et de désaliéner les individus de quoi ? Eh bien, non seulement de la privation de leur travail, du produit de leur propre travail, la privation de leur identité au travail par le capitalisme. Dans les entreprises, on le sait, les gens ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils produisent une richesse qui est confisquée par les investisseurs pour être, pour ainsi dire, privatisée en échange d'un salaire misérable. Marcuse nous dit donc qu'il faut désaliéner les travailleurs dans les usines grâce au syndicalisme, bien leur faire comprendre que la richesse qu'ils produisent dans ces usines, dans ces entreprises, c'est leur richesse, c'est pas celle des patrons, et que donc à ce titre-là, il serait légitime de chasser les patrons pour, alors peut-être pas collectiviser de manière communiste les entreprises, mais en tout cas pour faire en sorte que ces mêmes entreprises puissent être autogérées par leurs travailleurs, qu'ils restent les détenteurs de leur propre travail. Mais, nous dit aussi Marcuse, il faut désaliéner les gens sur le plan de la culture. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, explique Marcuse, mais Adorno-Horkheimer également, et Bourdieu aussi à son égard, parce que le capitalisme donc a des effets dans le domaine de la culture. Ce que le capitalisme a été occupé à produire pendant la première moitié du XXe siècle, époque à laquelle donc écrivait Marcuse, eh bien c'est l'industrie culturelle. Et l'industrie culturelle, qu'est-ce que c'est ? C'est Hollywood, notamment. Mais pas seulement. C'est l'ensemble de ces loisirs commercialisés
les Disneyland, les parcs d'attractions industriels, qui ont un effet extrêmement néfaste, ont un effet aliénant sur les individus. Les individus sont payés dans le monde du travail, et à côté du monde du travail, on leur prépare un monde culturel qui est destiné lui-même à produire de la richesse, à être rentable, et ce monde culturel est complètement standardisé. Tout le monde regarde les mêmes navets à la télévision, tout le monde occupe ses loisirs aux mêmes activités complètement lénifiantes, du bowling, des parcs d'attractions, bref, un ensemble d'activités que Marcuse et toute une série d'autres auteurs méprisent. C'est l'aliénation culturelle. Les gens sont dépris de leur propre autonomie à l'usine, mais ils sont aussi dépris de leur autonomie dans le champ de la culture. L'industrie culturelle, c'est la construction d'un homme unidimensionnel. Tout le monde désire la même chose, tout le monde désire les mêmes loisirs, tout le monde désire consommer du loisir de la même manière, et tout le monde aspire à cette consommation de masse. C'est à cette époque-là qu'ont lieu les premières grandes dénonciations de la consommation. La consommation serait véritablement, dans le champ de la culture, ce qui abrutit les individus. Alors, c'est intéressant cette perspective, certains d'ailleurs aujourd'hui la portent toujours, mais elle nous semble quelque peu problématique. Elle nous semble quelque peu problématique, pourquoi ? Parce qu'on voit bien que ce que voudraient faire ces chercheurs-là, ce qu'ils voulaient faire, en tout cas à l'époque, c'est, eh bien, en prétendant désaliéner les individus, faire en sorte que les individus puissent renouer avec leur autonomie au travail et dans le secteur de la culture, on voit bien que ce que ces auteurs-là cherchent, eh bien, c'est finalement une sorte d'humain un peu idéal, en fait, d'humain un peu propre, qui serait totalement débarrassé de l'industrie culturelle, qui serait totalement autonome au travail. En fait, ce à quoi aspirent ces intellectuels-là, c'est vraiment une sorte d'humain désaliéné qui serait propre, en fait, qui n'aurait pas été pollué par le capitalisme. Une sorte d'humain qui, non seulement consommerait de la... Enfin, alors ne consommerait plus, mais produirait une culture totalement indépendante, mais produirait également un travail totalement indépendant. Aurait des loisirs et des activités culturelles qui à aucun moment ne sont commercialisables, des loisirs qui seraient totalement autonomes du marché en fait, et d'autre part donc, eh bien, un travail qui serait totalement débarrassé du capitalisme et du productivisme marchand. Le problème évidemment qu'on repère, c'est que en fait c'est à peu près impossible. Vous pouvez, dans le champ de la culture, par exemple, développer un petit cinéma d'art et d'essai, ce que Marcuse, ce que Bourdieu aurait trouvé très enthousiasmant, un petit cinéma d'art et d'essai qui se suggérera dans les quartiers de projeter des films réalisés par des petits auteurs indépendants qui ont un peu bricolé, mais toujours est-il que ce cinéma d'art et d'essai, eh ben, vous devrez quand même le faire vivre. Vous devrez quand même, d'une certaine manière, le marchandiser, faire payer un petit peu les spectateurs. Vous devrez quand même tenter de trouver de l'argent quelque part, par exemple des subsides publics. Bref, vous ne pourrez pas construire une activité qui soit pleinement autonome et qui serait en somme construite, montée, créée, portée par des individus qui eux-mêmes seraient totalement autonomes, désaliénés du marché, désaliénés de l'industrie culturelle et qui feraient quelque chose, en somme, extérieur au monde existant. Une activité culturelle purement gratuite, où tout serait gratuit, où on ne ferait payer personne, et où voilà, le petit cinéma de quartier serait ouvert à tous, sans que, eh bien, à aucun moment on ait besoin des ressources du marché, qu'à aucun moment on ait besoin de ce sale argent, argent capitaliste. Donc. Et cette problématique de la pureté, développer des activités pures, portées par des individus qui eux-mêmes seraient purs, puisque totalement désaliénés, affranchis du capitalisme, du marché, etc., eh bien, c'est une perspective qu'on retrouve à peu près tout le temps chez les théoriciens qui ont travaillé sur les mouvements sociaux. Si vous lisez Scott aujourd'hui, Chomsky, vous connaissez peut-être, le linguiste célèbre, Holloway, eh bien, ce sont des auteurs qui, là, à nouveau, nous parlent de désaliénation.
comme s'il était possible de retrouver un être humain absolument vierge des contaminations capitalistes. Un être humain qui, par exemple, ne ferait que consommer dans les circuits courts, qui n'irait jamais au supermarché, qui veillerait évidemment à boycotter Nike, les grandes marques, etc., qui, par ailleurs, dans son travail, eh bien, s'investirait dans des formes coopératives, absolument pas salariées, autogérées, avec des salaires équitables pour tous les travailleurs. Bref, c'est impossible, en fait. C'est impossible. Atteindre ce stade de désaliénation-là, je pense, c'est impossible. Retrouver une sorte de nature humaine qui serait débarrassée totalement des aliénations du marché, du capitalisme, c'est impossible. Et je crois qu'aujourd'hui, toute une série de collectifs l'ont bien compris. Toute une série de collectifs se suggèrent aujourd'hui, non pas de procéder à une sorte de révolution qui mettrait à mal le capitalisme, qui détruirait les entreprises privées de type capitaliste pour créer une sorte de monde idéal où le marché n'existerait plus, où plus rien ne serait payant, eh bien, c'est ce fantasme-là qui faisait véritablement, qui animait véritablement le mouvement marxiste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, eh bien, il a en quelque sorte disparu. Alors, évidemment, dans les mouvements que je vous résume ici, et qui sont ceux sur lesquels nous travaillons, on aspire évidemment à une nouvelle société. On aspire toujours aujourd'hui à se débarrasser du marché, du capitalisme, pour évoluer vers une société plus juste, plus fraternelle, plus égalitaire, où les richesses seraient mieux redistribuées. Mais, en somme, on ne se berce pas d'illusions. On ne se berce plus d'illusions. On sait que c'est compliqué, on sait que ça ne va pas se faire d'un coup de cuillère à peau, on ne croit plus dans la révolution politique, dans ces mouvements-là, nombreux sont ceux qui savent ce qui s'est passé en Union soviétique, savent à quel point la révolution communiste qui entendait créer un monde juste et équitable en 1917 en Russie a échoué, pour donner lieu, non pas à un monde idéal, équitable et égalitaire, mais pour donner lieu à une dictature, avec des goulags, avec des camps de travail dans lesquels étaient enfermés les opposants, une société sans liberté de la presse, sans liberté individuelle. On sait que ce rêve-là d'une révolution radicale, eh bien, il a échoué. Et donc dans les collectifs plus récents, dans les nouveaux mouvements sociaux, comme on les appelle, eh bien, on travaille plutôt à s'engager pour des causes extrêmement singulières. L'enjeu, c'est plus le grand soir, c'est plus faire tomber le gouvernement, prendre les rênes de l'État pour instaurer une société égalitaire d'un coup d'un seul. On sait que ça ne pourra pas marcher comme ça n'a pas marché comme ça. Le monde est trop complexe pour que ça puisse effectivement se passer comme ça. Tout simplement, le monde est composé d'individus dont les intérêts sont divergents, et ça, on ne peut pas, si vous voulez, faire l'économie de ces divergences-là. Moi, je pense que si demain les gouvernements tombent, eh ben, pour autant, les conflictualités, les oppositions politiques entre les citoyens, elles vont perdurer. Je suis assez allergique personnellement aux tous pourris, à cette idée que tous les gouvernements, tous les gouvernants seraient des profiteurs qui utilisent leur position pour faire vivre leurs intérêts personnels, nourrir leurs intérêts personnels. Moi, je pense que dans la population belge elle-même, comme dans la population française ou allemande, il y a des divergences fondamentales entre les citoyens. Il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont écologistes, il y a des gens qui se fichent de l'écologie, il y a des gens qui pensent d'abord que les entreprises vont pouvoir en effet solutionner la crise et que donc il faut leur faciliter la vie pour leur permettre de recruter des salariés. Il y en a d'autres qui pensent que non, les entreprises de toute façon, ce qu'elles visent, c'est leur propre profit et que donc il faut non pas leur lâcher la grappe, mais leur imposer de nouveaux impôts, parce qu'elles ne redistribuent pas suffisamment les richesses, ou en tout cas leurs patrons ou leurs actionnaires ne redistribuent pas suffisamment leurs richesses. Moi, je pense que ces tensions-là, ces divergences-là, existeront toujours dans la société. Les gens n'ont tout simplement pas les mêmes opinions, surtout. Et donc, il ne sera pas possible, en tout cas, ça sera dictatorial, que de croire qu'à un moment donné, on pourrait rassembler les opinions de
chacun pour créer une sorte de société entièrement pacifiée où les richesses seraient correctement et entièrement redistribuées avec des citoyens qui tous penseraient la même chose. Bon, moi je crois que la démocratie, justement, elle a beaucoup de défauts, mais qu'en tout cas, elle a pour vertu de permettre d'organiser les débats entre les citoyens et d'organiser des débats de valeurs, notamment. Et ces valeurs, elles sont portées par des mouvements sociaux qui s'occupent non pas du grand soir ou d'une révolution potentielle à venir, mais qui s'occupent de s'engager, qui sont occupés à s'engager sur le terrain pour essayer de solutionner des problèmes très spécifiques. Prenons par exemple le cas de RESF. Le collectif RESF, ça c'est un ensemble de mouvements qui sont tous repris dans le dernier bouquin qu'on a publié récemment. RESF, c'est un collectif de parents. C'est un collectif de parents qui, en France, ont été alertés par des situations d'enfants dans les écoles, qui étaient des enfants qui, tout d'un coup, étaient soumis à une exigence de quitter le territoire. Toute une série de parents, dans des écoles françaises, parisiennes, là en l'occurrence pour celles auxquelles je pense, se sont rendus compte que tout d'un coup, les camarades de leur enfant, de leur petite fille, de leur petit garçon, étaient susceptibles, du jour au lendemain, de disparaître de l'école parce que, tout simplement, avec leurs parents, ils auront été reconduits à la frontière. Et ces parents s'indignent. Et ces parents montent un collectif, RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, pour défendre ces enfants, pour empêcher, et on en était là, la police, d'avoir accès à ces enfants. Dans RESF, par exemple, et on est en France au XXIe siècle, donc il faut quand même bien mesurer ce que ça veut dire, dans le réseau RESF, il y a des enfants qui se sont mis à migrer de famille en famille, qui vivaient un mois dans telle famille, pas la leur, qui était donc sous un acte d'expulsion, mais celle de leurs camarades. Et donc les parents du réseau RESF hébergeaient des enfants à tour de rôle pour que la police ne puisse jamais remettre la main dessus. Parce que vous ne pouvez pas expulser une famille non composée. Vous ne pouvez pas expulser des parents sans leur enfant. Voyez-vous ? Et donc du coup, ces enfants, on les trinque-ballait de famille en famille pour qu'ils ne soient jamais en présence de leurs parents, en tout cas à des moments où la police était susceptible de venir les arrêter. Bon. Et ces réseaux de solidarité-là ne se sont pas revendiqués du grand soir, de la société parfaitement égalitaire. Ils ont été soumis, ces réseaux de parents, à une injustice, et cette injustice, ils ont décidé de la prendre à bras-le-corps. Un peu comme la plateforme citoyenne le fait aujourd'hui en Belgique. Si certains d'entre vous connaissent la plateforme citoyenne, cette plateforme citoyenne, c'est une plateforme qui héberge des réfugiés, à la fois pour leur permettre de ne pas dormir dans les parcs publics de Bruxelles, ou dans la gare du Nord, mais aussi, très clairement, pour que tout simplement on ne puisse pas leur mettre la main dessus pour les expulser. Bon. C'est un exemple de nouveau mouvement social. L'activisme gay, ACT UP, dans les années 90, vous le savez peut-être, est une organisation qui est parvenue à faire considérablement progresser les droits des homosexuels. Les associations pour le maintien et pour l'agriculture paysanne, qu'en Belgique, on appelle les groupes d'achat collectifs, ou les GAZAP. À Bruxelles, à Namur, il y en a également, je ne sais pas quel nom ils prennent, mais il y a là un ensemble de citoyens, des collectifs citoyens qui décident, plutôt que de passer par les grandes surfaces pour consommer, qui décident tout simplement de supporter les circuits courts, en s'engageant dans une association, en consacrant un peu de leur temps à cette association, pour se fournir directement chez les petits producteurs locaux, en circuit court, donc en évitant toute une série d'intermédiaires. Ce sont ces associations, ces AMAP, ces GAZAP, également des associations qui, pratiquement, essayent de faire autre chose que du capitalisme, autre chose que de la rentabilité. L'enjeu, ce n'est pas de trouver les produits les moins chers possibles, c'est de supporter des petits producteurs pour essayer, tant que faire se peut, d'éviter à ces petits producteurs de devoir écouler leur production dans les grands circuits de la distribution conventionnelle. Le logiciel libre est également un mouvement intéressant, puisque le logiciel libre,
essaye de développer des programmes informatiques libres de droit, d'échapper en fait à la tenaille de Microsoft. Le logiciel libre, c'est vachement intéressant, c'est gratuit, et puis surtout le code source, ce qu'on appelle le code source, est susceptible d'être partagé, d'être totalement partagé, et donc il n'y a pas de rentabilité possible à réaliser, à faire en informatique avec un logiciel libre. Bon. Et le logiciel libre, par exemple Linux, regroupe tout autour de la Terre des réseaux considérables de programmateurs, d'activistes du logiciel libre qui essaient de travailler concrètement à développer cette alternative à Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, a une emprise colossale sur nos vies. Les GAFA, dont Microsoft fait partie, ont une emprise colossale sur nos vies. Ils détiennent nos informations personnelles. Facebook, Twitter et compagnie, vous le savez comme moi, détiennent nos informations personnelles et contrôlent nos informations personnelles. Et nous envoient donc des publicités ciblées, sachant que nous sommes tel profil de personne, appréciant tel type de produit, etc. etc. L'enjeu du logiciel libre, eh bien, c'est en somme, concrètement, pas dans une utopie futuriste, mais concrètement, sortir l'informatique, essayer de faire sortir l'informatique du champ du capitalisme, du champ de la rentabilité, de la productivité capitaliste qui, à nouveau, ne va bénéficier qu'à quelques-uns. En l'occurrence, chez Microsoft, Bill Gates et puis les actionnaires de Microsoft. Alors on travaille aussi sur la désobéissance civile, plus spécifiquement avec un collègue qui vient d'arriver chez nous et qui montre bien comment les actes de désobéissance civile essayent de déconstruire à leur façon, à leur manière, les normes de la vie sociale édictées par les dominants. La désobéissance civile, c'est par exemple Greenpeace, qui, à un moment donné, va lancer une action contre une centrale nucléaire. Alors, vous savez, Greenpeace a fait ça très souvent, enchaîner des militants à l'entrée d'une centrale nucléaire pour empêcher que les gens puissent accéder à cette centrale pour aller y travailler. Bon. Avec, évidemment, l'idée de dénoncer et de critiquer le nucléaire, en expliquant, lors de communiqués de presse, que, aujourd'hui, le nucléaire, on pourrait peut-être commencer à s'en passer. Et ça, c'est difficilement audible, évidemment, pour le monde politique, pour les discours dominants, qui estiment encore aujourd'hui que l'énergie nucléaire est absolument nécessaire, qu'on ne peut absolument pas s'en passer, que l'énergie nucléaire, c'est en fait ce qui permet à notre société de fonctionner comme elle fonctionne, à l'ordre établi de fonctionner comme il fonctionne, à savoir un ordre dans lequel on utilise une quantité d'énergie colossale. Et envisager de sortir progressivement de cette dépendance à l'énergie, c'est très difficilement audible. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'il faut développer des politiques où on va inciter tout le monde, non pas à consommer mieux, mais à consommer tout simplement moins. Et Greenpeace porte ce message-là. Ceux qui vous disent il faut consommer mieux plutôt que moins, en fait, regarde le monde de travers. Regarde le monde de travers. Ce n'est juste simplement pas possible. Prenons l'exemple de la voiture électrique. Bon, voilà, la voiture électrique, on voit bien que, en fait, oui, certes, ça permet de ne pas utiliser de pétrole, mais en attendant, la voiture électrique est une source majeure de pollution. On ne sait pas comment recycler les batteries. Pour produire les voitures électriques, il faut une somme d'énergie colossale, tout simplement métallurgique, construire les portières, etc., développer le moteur. Bref, ces voitures électriques qu'on nous vend comme étant la solution énergétique pour demain, c'est un peu une entourloupe, quoi. Et vous avez des rapports de Greenpeace qui le montrent. Ça ne tient pas la route. Une voiture électrique n'est pas, dans l'absolu, moins polluante qu'une voiture à essence. Il faut donc engager la déconsommation. Et ça, les désobéissants civils, j'arrive sur votre question, les désobéissants civils l'ont bien compris lorsqu'ils entendent faire porter ce message en s'enchaînant aux portes d'entrée d'une centrale nucléaire, c'est arrivé en France, pour paralyser l'activité de cette centrale. Oui, enfin c'est pas seulement Greenpeace qui le dit, on peut dire aussi l'Agence européenne de l'environnement est très claire sur l'augmentation de la consommation énergétique dans l'Union européenne. Ça augmente tellement que ça annule l'augmentation pourtant importante de l'énergie verte. En fait, l'augmentation de la consommation d'énergie verte est ridicule
au point que la proportion d'énergie verte consommée diminue, même si la quantité absolue d'énergie verte augmente énormément avec beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. Donc c'est la preuve fournie non pas par Greenpeace mais par une agence de l'Union européenne scientifique, la preuve qu'on doit absolument et surtout consommer beaucoup moins et éventuellement, si possible, aussi consommer mieux. Et ça, alors, je vous rejoins tout à fait, mais il y a toute une série de... Alors, l'agence européenne le note, mais Greenpeace porte ce message depuis extrêmement longtemps. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec l'activisme de Greenpeace, mais aussi avec ACT UP, c'est qu'en fait, vous avez des collectifs de citoyens qui se sont donc saisis d'une problématique spécifique, non pas la révolution pour demain, mais une petite révolution ici et maintenant sur un sujet spécifique. Et ces activistes-là, en fait, sont devenus des scientifiques. Si vous regardez les rapports que produit Greenpeace depuis une trentaine d'années, si vous regardez les rapports qui ont été produits par les activistes d'ACT UP en termes de santé publique dès le début des années 90, la fin des années 80, vous allez tomber sur des rapports qui sont d'une érudition scientifique incroyable. Et aujourd'hui, heureusement, le monde scientifique commence à reconnaître à ces mouvements une expertise, non pas une simple expertise citoyenne, mais une vraie expertise scientifique. Parce que, à Greenpeace, comme chez ACT UP, vous avez quoi? Vous avez des gens qui ont été extrêmement formés, qui très souvent sont des diplômés des universités, et qui ont décidé de devenir des activistes. À Greenpeace, vous avez des docteurs en biologie, vous avez des docteurs en climatologie, et chez ACT UP, j'en connais plusieurs, vous aviez des docteurs en droit, des docteurs en sociologie, qui soit étaient homosexuels, soit tout simplement avaient décidé d'embrasser la cause homosexuelle, et qui ont produit des expertises très poussées, en fait, sur les problèmes que pouvait engendrer la discrimination des homosexuels, sur les problèmes que pouvait engendrer l'absence de moyens de contraception suggérés dans toute une série d'espaces publics tels que les discothèques, etc., etc. Et ces rapports ont été produits de manière extrêmement scientifique. Bon. Et on a là à nouveau des engagements qui sont des engagements, en somme, très singuliers. Ce n'est plus l'horizon, le grand soir, c'est nous allons tenter d'embrasser une cause spécifique, ici et maintenant, pour essayer, pour une petite partie de la population, de suggérer quelque chose de meilleur, en fait. Des modalités de vie un peu plus agréables, un peu moins difficiles. Bon. Alors, vous avez également sur mon PowerPoint les Black Blocs, malheureusement je ne peux pas en parler. Vous savez, les Black Blocs, c'est intéressant parce que, là encore, ce qui nous revient au sujet des Black Blocs par la presse, c'est un discours dominant. Vous savez, les Black Blocs, ce sont ces collectifs anarchistes. Il y en a plusieurs en France, il y en a énormément au Canada, il n'y en a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas véritablement en Belgique, mais ce sont des collectifs qu'on a très souvent associés à la radicalité. En indiquant que voilà, les Black Blocs, c'était des terroristes qui manifestaient dans les rues et qui cassaient tout. Alors évidemment, les Black Blocs, on les accuse de délinquance, bref, on les qualifie avec un ensemble de termes, violence, délinquance, dégradation de l'espace public, qui sont des termes qui, pour moi, appartiennent à un langage dominant. Ce langage dominant définissant ce que devrait être la réalité. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que ces mêmes Black Blocs, en fait, la plupart du temps, quand ils s'en prennent physiquement, par exemple, à des bâtiments, eh bien, ils ciblent les bâtiments. Les Black Blocs, ils ne vont pas aller taguer, par exemple, je ne sais pas moi, les enseignes de vitrines d'associations, par exemple. Non, ils vont aller taguer ou casser la vitrine de BNP Paribas. Ils vont s'en prendre très spécifiquement au symbole du capitalisme. Ce ne sont pas des délinquants brutaux comme on voudrait nous le faire croire. Il y a un objectif politique ciblé. Et généralement, les Black Blocs ne s'en prennent jamais aux personnes. Jamais un Black Bloc ne sera violent à l'égard d'individus dans la rue.
sauf si les individus sont casqués avec 12 matraques, 3 flingues, des flashballs dans une manifestation et que donc forcément ils incarnent l'ordre public. Mais donc vous voyez, il y a là un ensemble de mouvements sociaux porteurs de toute une série de revendications et les revendications des Black Blocs sont pétries de justice sociale. Les Black Blocs protègent, ça c'est une anecdote que je pourrais vous raconter, c'est assez intéressant. Les Black Blocs protègent par exemple à nouveau les migrants. Bon. Ils sont sur toutes les manifestations dans Paris en faveur des réfugiés. Et par exemple, quand les Black Blocs manifestent, eh bien, pour éviter justement que ces réfugiés ne soient mis en danger, ils les placent à l'arrière de la manifestation. Et ce sont les hommes blancs qui prennent les risques en face de la police. Il y a donc toute une réflexion politique, en fait, dans les Black Blocs, qu'évidemment, la presse ne prend pas le temps de décomposer, puisqu'on se contente de nous les présenter comme des dangereux, casseurs, délinquants, extrémistes. Vous voyez, avec cette fameuse vieille idée que l'extrême gauche et l'extrême droite, finalement, ce serait la même chose. C'est des raccourcis. Mais c'est des raccourcis que les médias apprécient et que l'ordre établi apprécie beaucoup. Alors, pour terminer, parce qu'il faudrait laisser du temps à la discussion et je vais malheureusement pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon PowerPoint, mais c'est pas grave, puisqu'il me reste grosso modo 3 minutes. Pour terminer, voilà, je voudrais utiliser cette dia et parce que finalement celles qui suivent ne font que décliner ce que j'ai déjà pu dire et indiquer que voilà qu'aujourd'hui dans le monde de la recherche, la préoccupation qui nous anime, qui nous fait vivre, c'est bien cette préoccupation de la traduction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en tant que chercheur, on peut aider les messages qui sont portés par ces nouveaux mouvements sociaux à se frayer un chemin dans l'espace public et dans l'espace médiatique. C'est pour cette raison-là que on essaie d'accepter les invitations à venir débattre, à venir discuter, puisque l'enjeu de la recherche aujourd'hui, ce n'est plus, en somme, se contenter, comme jadis, et les auteurs dont j'ai parlé, de dénoncer les injustices du capitalisme en envisageant la possibilité d'une désaliénation massive. L'enjeu de la recherche aujourd'hui, c'est bien plutôt mettre les mains dans le cambouis, aller sur le terrain, aller voir les ZAD, les zones d'autonomie à défendre, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, je pourrais en toucher un mot, aller voir les activistes de l'écologie, aller voir les Black Blocs, aller voir les groupes de soutien à l'agriculture paysanne pour essayer, dans un travail collectif, de traduire véritablement leurs revendications. C'est intéressant, par exemple, avec les Black Blocs. Dans les Black Blocs, les gens, en général, les activistes, ont du mal à faire passer leurs messages, qui très souvent sont des messages humanistes, universalistes, visant à lutter pour davantage d'égalité, visant à détruire, donc je le disais tout à l'heure, comme les casseurs de pub le font également, les symboles du capitalisme, mais ils ont beaucoup de mal à faire passer ce message-là, tout simplement parce qu'ils ne manient pas facilement la parole publique. C'est quelque chose qu'on nous apprend à faire à l'université, plus ou moins bien, mais toujours est-il que dans toute une série de mouvements sociaux, leur parole n'est pas entendue, tout simplement parce qu'ils ont énormément de difficultés de se frayer un accès à la scène et à l'espace public. Si vous prenez par exemple la plateforme citoyenne, c'est la même chose. Si vous prenez les personnes qui ont dû fuir leur pays, parce que leur pays était en guerre, en Syrie par exemple, pour venir chercher ce qu'ils espéraient être un refuge en Belgique, vous êtes confronté à des gens qui ne parlent pas français. Et qui, quand ils le parlent mal, qui parlent très souvent pas anglais non plus. Alors comment faire pour que les préoccupations de ces personnes qui ont vécu des traumatismes vraiment durs, des traumatismes colossaux, comment faire donc pour que leurs paroles soient entendues? Et donc l'enjeu de la recherche par rapport à la plateforme citoyenne, par exemple, c'est ça. Et c'est ce que les collègues du CEDEM à l'Université de Liège essayent de faire, c'est faire remonter les paroles de ces collectifs de migrants sans papier dans l'espace public pour que ça devienne un sujet de préoccupation. À nouveau, l'enjeu, c'est pas d'aller dénoncer le grand capital, l'enjeu, c'est ici et maintenant de faire passer
un message au sujet de ces fameux migrants, au sujet de ces fameux réfugiés qui ne sont pas ces grands dangers qui viendraient piller nos ressources, notre sécurité sociale ou notre emploi, bref, qui sont venus chercher autre chose, qui ont des témoignages cruciaux à faire passer sur ce qu'ils ont vécu dans le camp de Lesbos, dont j'entendais encore parler à la radio tout à l'heure. Alors on va entendre parler toute une série d'experts, mais le message des gens qui ont vécu à Lesbos, il est traduit par personne, par presque personne. Alors vous avez quelques sociologues, quelques personnes qui ont pris leur petit baluchon et qui sont allés à Lesbos, et qui ont essayé de faire des entretiens, et puis qui se sont trouvés des interprètes, qui se sont débrouillés en fait, pour essayer de travailler avec les gens dans Lesbos. Non pas pour véhiculer après une parole qui soit purement académique et universitaire, non, pour véhiculer la parole des gens de Lesbos, quoi, des gens qui sont dans le camp de réfugiés, et puis aussi des gens qui vivent à Lesbos et qui doivent composer avec cette nouvelle réalité qu'est le camp de réfugiés. Et donc, si vous voulez, tout le travail qui est fait en recherche, et je crois qu'en éducation populaire permanente, c'est très souvent la même chose, qui est en œuvre, et bien, ce qui est en train de se jouer, c'est précisément une entreprise de traduction. Et cette entreprise de traduction, c'est l'entreprise de construction d'un monde commun. Quand on travaille dans des collectifs, que ce soit les zones d'autonomie à défendre, ou les Black Blocs, ou les collectifs de sans-papiers, eh bien l'enjeu, c'est bien de définir un monde commun, c'est-à-dire travailler avec les gens, qui peuvent être les réfugiés, qui peuvent être les anarchistes du Black Bloc, qui peuvent être les autonomes qui, pour le moment, dans la ZAD d'Arlon, occupent un terrain de manière illégale, parce qu'ils ne veulent pas que ce terrain soit utilisé à des fins industrielles. Et bien, quand on travaille donc avec tout ce public-là, l'enjeu, c'est bien d'essayer de définir un monde commun. Et là, je reprends les mots d'une philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Émilie H, et de Bruno Latour, un autre sociologue que j'aime bien, et qui indique que voilà, l'entreprise de la recherche, et peut-être d'une certaine manière l'entreprise de l'éducation permanente, populaire, eh bien c'est ça, c'est définir des mondes communs avec des publics donnés, voir ce à quoi on tient ensemble. Par exemple, si on travaille sur un Black Bloc, eh bien l'enjeu sera, avec les membres de ce Black Bloc, de discuter du message qu'on va vouloir porter dans l'espace public. Par exemple, dans l'espace médiatique, en rédigeant un article, un communiqué de presse, etc. Et donc, définir ensemble ce à quoi on tient. Et donc, si à certains moments, en tant que chercheur, on se dit, mais il y a des choses qu'on refuse de faire passer comme message, eh bien, on ne le fait pas. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de monde commun. Imaginons, par exemple, qu'on tombe, alors c'est une invention, mais que je tombe sur un Black Bloc avec des gens très actifs, pétris d'idéaux démocratiques, mais qui en même temps disent « ouais, et de temps en temps, nous, on estime que c'est tout à fait légitime de bousiller les bancs publics dans un parc parce qu'on est en colère et que donc du coup, notre colère, elle se reporte dans l'espace public, sur ces bancs publics, et donc voilà, dans tel parc à Paris, on a tout bousillé. Ah bah là, ça peut coincer. » On peut se dire « ouais, mais attendez les gars, moi, les enseignes de BNP Paribas, je comprends, mais les bancs publics, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que moi, je n'ai pas tellement envie de porter cette revendication-là avec vous, par exemple ? Mais c'est des choses qui doivent pouvoir se discuter. Construire un monde commun. Et construire un monde commun dans l'éducation populaire permanente, avec les publics, c'est important.